Je vous propose de démarrer sur une présentation me concernant pour savoir qui je suis en termes de parcours. Eh bien, je suis Grégory Minon, consultant et formateur. Je suis expert sur le sujet de la dématérialisation chez Use depuis 2016. J'ai le plaisir d'animer très régulièrement, chaque semaine, des webinaires publics à destination de nos prospects, de nos clients sur Use ou sur des thèmes liés aux finances. J'anime également des formations publiques qui sont dédiées au cabinet d'expertise comptable. J'accompagne les entreprises sur leur gestion de projets de dématérialisation. J'ai également la gestion de partenaires et je suis amené à créer également de temps en temps du contenu sur les thématiques. Concernant l'agenda, nous allons parler dans un premier temps des évolutions réglementaires et des risques, ce qu'il faut retenir effectivement de cette nouvelle réglementation et quels risques on peut encourir en n'étant pas conforme. La pièce d'audit fiable, l'archivage légal, la copie fiable, c'est souvent des notions qui sont abstraites, on met plein de choses derrière. Donc l'idée, c'est de reclarifier ce discours, ces termes, pour mieux les comprendre et être plus à l'aise avec ces trois valeurs. On parlera également de la solution d'automatisation, donc plus précisément de Use, pour vous garantir les bénéfices de la dématérialisation, mais aussi de la mise en conformité réglementaire. Et on verra effectivement comment on peut mettre en place ces solutions pour pouvoir suivre cette liste. On refera un petit point sur les risques encourus en cas de non-conformité. C'est important de les connaître pour pouvoir mesurer effectivement l'importance de la mise en place d'une solution. Et puis, on aura également un témoignage de Dominique sur cette partie mise en place d'outils de conformité qui reviendra sur son parcours et témoignera donc sur ce que ça a apporté au sein de la DSCG. On terminera enfin sur un forum de questions-réponses, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Donc l'idée, c'est de poser vos questions au fur et à mesure et puis ensuite de pouvoir donc avoir la possibilité d'y répondre. Alors, je vois qu'il y a du son effectivement qui est entendu derrière. Je vais changer de son. Vous ne devriez plus entendre. Vous n'aurez plus entendre le son derrière. Donc, merci à Sandrine de me l'avoir précisé. Le micro était passé sur le PC au lieu d'être sur le micro casque. Là, vous devriez avoir un son plus agréable, logiquement. J'ai senti effectivement que ça avait coupé. Merci Sandrine. Je vous propose de démarrer donc, tout de suite par une petite introduction, une petite mise en contexte de cette situation réglementaire. Donc, on parle d'une réglementation qui tend à être de plus en plus vers le dématérialisé. Jusqu'en 2016, on avait une facturation électronique en fait qui se heurtait régulièrement à un processus d'adoption qui était lent. Ce processus d'adoption, il était lent parce que les entreprises n'avaient pas forcément conscience ou alors la réglementation ne poussait pas les entreprises à adopter les échanges électroniques. En 2014, l'État était le premier promoteur des factures parce qu'il générait 4 millions de factures en 2014, mais seulement 34 000 ont été envoyées au format électronique, alors que l'idée, c'était justement de le promouvoir. Au niveau mondial, c'est 8% des factures qui ont été échangées au format électronique en 2016. C'est déjà une petite progression. Concernant les collectivités territoriales et les autres établissements publics, 80 millions de factures qui étaient reçues chaque année avec un taux de facture dématérialisé qui était quasi nul. Sur les 2,5 milliards de factures générées annuellement par les entreprises et administrations en France, seuls 5% l'ont été au format électronique. Donc on voit qu'il y a un retard français qui est indéniable, il y a un long parcours qui nous attend pour atteindre des scores de facturation électronique qui ressemblent à ceux des champions nordiques, notamment le Danemark et la Norvège, qui avaient il y a quelques années, avant qu'il y ait ces réglementations, 40% déjà de facturation électronique. Donc on a un retard qui est lié principalement à une absence de texte incitatif sur le sujet, et c'est ce qui a accéléré le phénomène dans les pays du Nord qui, eux, ont légiféré depuis 2005. Donc aujourd'hui, avec la réglementation qui va arriver, on reviendra dessus, c'est une perspective qui est de 100 millions de factures électroniques échangées en 2020, avec des initiatives qui vont permettre d'accélérer cette transition numérique et cette adoption. C'est le contrôle fiscal à distance. Donc, on va se baser sur des outils qui sont accessibles depuis l'extérieur. Donc, il faut effectivement avoir du numérique. C'est l'adoption de Chorus par l'administration, qui a obligé effectivement ses fournisseurs à passer par des échanges électroniques et donc de la facturation dématérialisée. C'est le contrôle des outils informatiques, la télédéclaration, le prélèvement à la source,
et l'obligation de recourir donc à la facturation électronique dès lors qu'on intervient avec le secteur public. Si on fait un état des lieux de cette évolution réglementaire, il y a de nombreuses nouvelles réglementations qui sont apparues depuis 2010, notamment avec une politique d'incitation qui a vraiment pris son sens en 2013, avec des directives de simplification qui ont été apportées notamment par la doctrine fiscale et qui ont permis de développer ce qu'on appelle la troisième voie, c'est-à-dire celle du PDF simple. Donc en 2010, démarrage avec la doctrine en octobre 2013. Ensuite, en 2014, l'ordonnance du 26 juin a contraint en fait toutes les entreprises à transmettre des factures électroniques aux entités publiques d'ici 2020. D'ailleurs, on va arriver sur la fin de cette année à des textes beaucoup plus restrictifs sur l'obligation d'utiliser la facture électronique. Normalement, de professionnel à professionnel, fin 2020, les factures électroniques devraient pouvoir transiter. En 2015, c'est l'article 222 de la loi Macron qui a contraint toute entreprise privée à accepter une facture électronique. Et toutes ces mesures qui visaient en fait une accélération par la contrainte. Et puis, il y a deux dernières mesures qui sont, elles, optionnelles et incitatives. C'est le décret du 5 décembre 2016 qui a autorisé la copie fiable en remplacement de l'original. Et puis, c'est l'arrêté de mars 2017 qui permet, dans un contexte de contrôle de l'impôt, pour les assujettis à la TVA, de déduire toutes les archives factures, moyennant le respect de certaines modalités de numérisation, et on va y revenir sur quelques slides. Donc, sur les évolutions, la directive en fait de 2010 a entériné donc 3 voies de facturation électronique. Les voies 2 et 3, le PDF signé et l'EDI, préexistaient en fait déjà. Elles constituaient un moyen autorisé pour émettre et recevoir des factures électroniques. La nouveauté en fait va résider, elle, dans la voie 1, qui est le PDF simple, et qui va désormais traiter sur le même pied d'égalité la facture au format PDF simple, au format signé ou EDI, à la condition de mettre en œuvre en fait une piste d'audit fiable. Et cette piste d'audit fiable, elle est importante, elle doit respecter certains points. C'est ce qu'on va voir tout à l'heure. C'est notamment un contrôle permanent et documenté, devient obligatoire dès lors qu'on veut avoir la norme de PDF simple comme valeur légale et probante. C'est le contrôle de l'authenticité, de l'intégrité du contenu et le fait que la facture soit lisible par un outil commun. Donc, par exemple, une facture PDF doit pouvoir être lue par Adobe PDF ou par tout autre outil qui lit du PDF. Donc, de fait, une de nécessité d'imprimer des factures électroniques à partir du moment où on archive le fichier dans son format d'origine. D'accord ? À partir du moment où il n'est pas modifié et à partir du moment où on verrouille le fait qu'il n'a subi aucune modification. Alors, quels enjeux pour les entreprises? Cette piste d'audit, elle est, on l'a vu, obligatoire depuis le 1er janvier 2014 pour les factures papier et les factures PDF simples. C'est une définition, la piste d'audit fiable, qui est un peu laborieuse parce qu'elle oblige à un résultat, donc il y a une obligation de résultat, mais l'obligation de moyens est à la libre décision en fait des entreprises. C'est d'être capable de reconstituer le fondement d'une facture, de sa commande initiale et de sa réception jusqu'à son paiement, et puis de relier les différents documents entre eux. Ça également, c'est important. On peut prendre l'image de l'agrafe que vous pouvez utiliser quand vous avez besoin de lier une commande, une livraison, une facture, lorsque vous êtes sur du papier. Eh bien, le fait de pouvoir les lier par cette agrafe, ça va reproduire effectivement cet historique complet. C'est une excellente image en fait pour se représenter l'obligation que doivent permettre les technologies numériques afin de reproduire en fait ce lien entre les documents. Les gains qu'on peut en tirer, c'est sécuriser effectivement sur le plan fiscal et éviter des redressements notamment, réduire les coûts liés à la gestion des factures émises ou reçues. Ce n'est pas qu'une obligation fiscale, c'est aussi un moyen de gagner en productivité et de réduire ces coûts de productivité. Et puis, c'est aussi un bon moyen et une bonne étape pour réfléchir au processus de contrôle interne, au circuit de validation. Est-ce qu'ils sont bien suivis? Est-ce qu'ils sont optimum? Est-ce qu'ils permettent de bien verrouiller la gestion des factures et éviter toute falsification de documents? Donc, c'est aussi un bon moyen de faire un état des lieux
et d'optimiser ce processus. Ensuite, pour mettre en œuvre cette piste d'audit, la plus grande difficulté qu'on va avoir, ça va être dans le fait que, je le disais juste avant, l'administration fiscale va laisser en fait à chaque assujetti la responsabilité de l'étendue et de la nature des contrôles qu'il faut mettre en place. Donc, si on le dit différemment, il n'y a aucune information précise qui est donnée par l'administration qui va pouvoir remettre en cause, a posteriori, la piste d'audit fiable lors d'un contrôle si elle ne la juge pas suffisante. En fait, il faut partir du principe que le principal objectif de la piste d'audit fiable, c'est de démontrer la réalité de l'opération économique sous-jacente à la facture émise ou reçue, avec la reconstitution en fait de la chronologie de l'ensemble du processus, depuis l'origine de la facture jusqu'à sa conservation. Pour pouvoir répondre à ces exigences qui sont quand même fortes et de façon concrète, on peut envisager la feuille de route suivante. C'est cartographier les flux de facturation à l'émission et à la réception. Comment on reçoit les factures? Est-ce que ce sont des flux EDI? Est-ce que ce sont des factures PDF signées? Qualifier la réglementation applicable pour chacun de ces flux. Recenser les contrôles qui permettent de sécuriser la facturation, le fameux circuit de validation. Évaluer également le niveau des contrôles au regard des attentes de l'administration fiscale. Est-ce que ce que va me demander l'administration fiscale, c'est-à-dire la certitude que la piste d'audit est fiable, est-ce que ce que j'ai mis en place est suffisant? De rédiger une documentation spécifique, c'est-à-dire de documenter ce qu'on a mis en place. L'administration va vous le demander effectivement pour vérifier si ce que vous avez mis est suffisant aux yeux de la loi pour prouver effectivement la légitimité, la traçabilité de la facture. Chez Use, on a une approche qui est très claire sur le sujet. C'est effectivement des évolutions réglementaires qui vont contribuer largement à favoriser l'usage de solutions d'entreprise, et on en est très heureux. Mais il faut constituer également, à travers notre solution, des vrais facilitateurs de mise en conformité avec la réglementation. Donc, Use va vous permettre de pouvoir matcher avec cette mise en conformité. Il y a 3 facilitateurs. Le premier, c'est que si la facture électronique se développe, on constate aussi un phénomène d'hétérogénéité des flux. Donc, il y a des papiers, des formats papier, des formats électroniques sous de nombreux formats qui peuvent cohabiter. PDF, du PDF signé, de l'EDI, du PDFX. Parfois, il y a même des fichiers sous d'autres formats. Et notre mission, ça va être de pouvoir capturer tous ces flux et de manière automatique, et quelle qu'en soit la nature, pour pouvoir en fait les traiter d'une manière qui soit homogène et de pouvoir extraire automatiquement les données et appliquer des circuits de validation sans que vous ayez besoin d'intervenir. Ensuite, parmi les formats d'entrée, on vous incite à privilégier et à favoriser les formats électroniques, PDF ou structurés type XML, parce que ça va vous éviter la scannerisation des documents et puis ça va permettre d'extraire la donnée directement. Enfin, en termes de facilitateurs et de technologies intégrées, eh bien, ça va permettre de mettre en place des processus qui vont rendre conforme votre circuit de validation par rapport au texte. Je pense notamment à la piste d'audit fiable. Le fait de pouvoir avoir une piste d'audit qui est informatisée, automatisée, va faciliter énormément les choses en termes de restitution. Les contrôles de documents, la suppression des archives papier, en n'ayant plus la nécessité d'aller chercher le document original dans une boîte d'archives, mais simplement en tapant le numéro de la facture, en la récupérant directement sur un archivage légal normé. L'administration demande à ce qu'il y ait un archivage type NFZ42013 qui soit mis en place de manière à assurer la sécurité et l'intégrité de la donnée. Le facture X, par exemple, fait également partie des données hétérogènes que Use est capable de traiter. Pour répondre à une question du chat, c'est intéressant de pouvoir le signaler. Le processus qu'on va proposer à travers la solution Use, par exemple, pour répondre à cette problématique, c'est de dématérialiser, d'automatiser 100% le processus P2P, et c'est ce que demande du coup l'administration, c'est de pouvoir les achats, de pouvoir créer dans l'outil les achats, savoir qui l'a créé, historiser la demande, valider les demandes d'achat, avoir également un circuit de validation, on peut ensuite extraire, on peut suivre de bout en bout, gérer les commandes, gérer les réceptions, récupérer tout type de documents, quel que soit leur format, quelle que soit leur origine, que ce soit depuis une boîte email, que ce soit depuis un espace client fournisseur, que ce soit reçu directement par email ou par flux EDI, d'appliquer ensuite l'intelligence artificielle qui va extraire automatiquement les données pour pouvoir automatiser
le traitement de la facture comptablement. Donc, vous êtes capable également de pouvoir automatiser la saisie comptable qui était faite auparavant par des personnes qui devaient le faire systématiquement et le reproduire à chaque facture. Donc là, ça va pouvoir être automatisé. Et on va pouvoir faire un rapprochement facture-commande et lier la facture à la commande et la lier également à la demande d'achat. Pour ensuite la passer dans un circuit de validation, va être le circuit que vous aurez décidé dans Use, qui pourra être du coup documenté, pouvoir gérer les paiements également dans l'outil, envoyer ces écritures avec les pièces vers un outil d'export, enfin, vers votre ERP, avec des formats qui sont déjà disponibles dans Use. Il y a plus de 200 outils comptables qui sont traités dans Use. Et ensuite, de pouvoir rechercher ces documents, les consulter, avoir un tableau de bord qui permet de suivre l'intégralité des actions sur chaque document en temps réel et de pouvoir documenter ensuite les étapes de traitement facture. À travers le module Use Protect qui répond également à ces contraintes, c'est la possibilité donc d'avoir un archivage légal, de pouvoir également déterminer si une facture a été par exemple falsifiée ou trafiquée avec du Photoshop. Si quelqu'un en interne essaie de modifier des valeurs d'une facture ou les informations d'un RIB, de pouvoir l'identifier tout de suite. Et puis également de pouvoir valider donc toutes les étapes de traitement d'une facture, de pouvoir les extraire et les proposer à l'administration en cas de contrôle. Un accès peut également être ouvert au contrôleur qui va pouvoir regarder les factures directement à distance, comme l'administration le fait de plus en plus aujourd'hui. L'arrêté du 22 mars 2017, alors celui-là, ça a été vraiment le socle, le démarrage, le pilier de l'accélération du mouvement. Eh bien, il intervient donc dans le prolongement du décret de 200/2016, mais il définit en fait plus précisément ce qui est attendu au minimum par l'administration fiscale pour produire la copie fiable d'une facture. Alors, c'est quoi? C'est pour autoriser le réceptionnaire de la facture, le client à produire des copies fiables qui a pour but de remplacer les originaux papier, de respecter 3 grandes conditions. Les 3 grandes conditions, c'est la numérisation qui doit garantir une reproduction à l'identique de l'original. Donc, on doit être vraiment dans la même forme de document et s'assurer effectivement qu'il est bien conforme. Ensuite, c'est l'archivage électronique qui doit être documenté. J'ai bien insisté là-dessus, mais c'est important, qui doit faire l'objet de contrôles internes pour assurer la disponibilité et la lisibilité pendant la durée légale de conservation fiscale de 6 ans. On peut même aller jusqu'à 10 ans de conservation légale. On le propose, ça, si jamais vous avez besoin de produire une copie fiable en cas de litige commercial, par exemple. Et puis, c'est des documents qui doivent être conservés également au format PDF ou PDF-A, qui doivent avoir un dispositif de sécurisation type empreinte numérique ou signature électronique RGS, minimum une étoile ou plus, donc on va aller jusqu'à 2 étoiles, ou un cachet serveur et également un horodatage. Ces modalités sont très importantes, elles sont nécessaires pour pouvoir respecter le décret du 22 mars 2017. Une fois qu'on a dit cela, eh bien Use concrètement va vous proposer des technologies qui vont vous aider justement dans la mise en place de ce processus de conformité. J'ai 3 exemples ici sur un tableau récapitulatif en termes de cadre et de technologie qui concerne la piste d'audit fiable, qui concerne l'obligation d'accepter les factures électroniques et la production de copies fiables de factures. Si on prend la piste d'audit fiable et si on revient sur ce que demande l'administration, je vous rappelle l'obligation de résultat et vous décidez des moyens. Donc l'idée c'est chez Use de vous offrir le plus de moyens possible et d'aller même au-delà de ce que pourrait demander la loi pour que si jamais elle évolue, vous soyez déjà prêt à une évolution du cadre réglementaire. Alors, en ce qui concerne la piste d'audit fiable, c'est donc reconstituer dans l'ordre chronologique toutes les étapes du processus de facturation. Donc pour ça, on va pouvoir dématérialiser l'ensemble du processus P2P comme on l'a vu avec les justificatifs associés qu'on va pouvoir agrafer électroniquement de manière à ce que chaque facture reflète chaque opération qui a eu lieu et de relier les différents documents de ce processus. On va créer le lien entre chaque document. Lorsque vous allez ouvrir une facture, on va avoir attaché avec cette facture sur le même écran la commande, le contrat s'il y a un contrat, le devis si vous l'avez associé et toute pièce qui permet de justifier l'origine de la facture et de remonter jusqu'à son cheminement de départ. Et de pouvoir également avoir des contrôles permanents documentés. On va mettre à disposition les règles de contrôle qui vont pouvoir être extraites et pouvoir être appliquées sur chaque document. Et ça, on va pouvoir
extraire à la date de traitement du document le circuit de validation qui était mis en place. Le deuxième point, c'était l'obligation d'accepter les factures électroniques. Donc pour ça, Use met en place un système de capture qui est omnicanal et qui va pouvoir permettre de traiter à travers la même solution tout type de flux avec les mêmes contrôles, la même traçabilité, que ce soit du papier, que ce soit du PDF, que ce soit de l'EDI, que ce soit du FactureX, quel que soit le format, même du Word et de l'Excel, on va être capable de l'intégrer et même d'aspirer donc sur les portails fournisseurs pour récupérer la facture et permettre ainsi d'accepter tout type de facture électronique. Ensuite, la production de copies fiables de factures. Donc, c'est une reproduction à l'identique de l'original papier qui est demandé par l'administration. Donc, si votre document est papier, il faut que vous le numérisiez en couleur avec 300 dpi minimum et avec un système de détection des photocopies qui serait en doublon. Donc, il faut jamais, si jamais vous avez 2 feuilles, par exemple, qui rentrent dans le photocopieur, il faut qu'il y ait un système de détection de bourrage. Voilà, pour être sûr qu'il n'y ait pas 2 feuilles qui soient passées en même temps et qu'il en manque une dans votre restitution numérique. Ensuite, c'est l'interdiction de recourir à des traitements sur l'image. C'est-à-dire que l'image que vous fournissez à un contrôleur dans le cadre d'un contrôle réglementaire doit être tel qu'il était à l'origine, donc pas de traitement optimisé, conservation de l'original du document scanné. En Use, par exemple, quand vous envoyez votre document pour traitement automatisé, on applique un filtre, donc on modifie effectivement le document. Par contre, quand vous allez télécharger votre document, c'est le document d'origine qui va être téléchargé sans aucune modification, qui va être conforme et fidèle à l'original et signé. Ensuite, c'est d'assurer la disponibilité, intégrité des factures, toute la conservation. Donc pour ça, on conserve les documents 6 ans minimum, qui correspond à l'archivage fiscal, et jusqu'à 10 ans avec l'archivage légal à travers Use Protect. Et puis, on doit avoir donc l'un des éléments suivants, cachet serveur, empreinte numérique, signature électronique ou certificat de sécurité. On va apposer une empreinte numérique, on appelle un hash. On va également pouvoir signer les documents avec du RGS 2 étoiles et on va horodater chaque document qui rentre avec un horodatage interne qui est numérique et qui certifie que le document est bien arrivé à tel moment, à telle heure et a bien suivi tel cheminement et a été traité par telle personne. Alors, les risques encourus en cas de manquement à cette conformité, c'est une amende de 15 € par mention manquante ou inexacte, donc dans la limite évidemment d'un quart de montant de la facture. Donc, il y a quand même une échelle, une fourchette qui est mise. Par contre, tout manquement à l'obligation de facturation entre professionnels, pas de production de facture, c'est passible d'une amende qui peut atteindre 375 000 €, peut être doublée en cas de récidive. Donc, c'est vraiment des sommes qui sont très importantes. En ce qui concerne la piste d'audit fiable, les obligations sont un peu plus lâches, le barème n'est pas aussi précis. Ça ne veut pas dire que les risques sont moins importants, au contraire, mais en cas de contrôle fiscal, par exemple, être incapable de présenter une piste d'audit fiable qui soit documentée, permanente, et donc de démontrer la réalité économique qui est sous-jacente aux factures, ça peut être considéré comme une forme de dissimulation, et les vérificateurs peuvent à ce moment-là remettre en cause les déductions de TVA, estimer qu'il s'agit de factures fictives ou de complaisance, et donc de sanctionner la supposée fraude d'une amende qui peut être de 50% du montant facturé. Ou alors même juger que ce sont des manquements qui constituent une opposition à contrôle fiscal et qui sont passibles d'un doublement des redressements. On voit qu'il y a quand même derrière des pénalités qui sont extrêmement importantes. Cependant, il faut bien avoir en tête que la piste d'audit fiable, ça ne doit pas être uniquement vu selon des risques de non-conformité. L'idée, c'est pas effectivement de voir que cet enjeu-là, mais c'est aussi l'incitation à mettre de l'ordre dans les processus clés de l'entreprise, à s'outiller pour pouvoir tirer parti en fait de tous les avantages de la dématérialisation et de se doter d'un socle en fait de gestion solide et qui est évidemment indispensable à tout développement aujourd'hui d'activités où il y a une forte concurrence et il faut pouvoir se démarquer par une productivité plus importante et plus forte. Alors, qui est Use? Je vous ai parlé au fur et à mesure des slides de plusieurs technologies qu'on peut mettre en place chez Use, mais on est qui? En fait, on est une société qui est issue d'un groupe qui est le groupe ITSOC, qui a 35 ans, 36 ans même maintenant d'expérience dans le domaine de l'extraction automatique et la reconnaissance de caractère, l'automatisation des flux. Et Use, en fait, est né dans le cloud. On avait pour ambition de créer une société qui était une société cloud native, qui apporte des solutions technologiques qui ne nécessitent pas d'investissement matériel, qui nécessitent très peu de mise en place et qui soient utilisables tout de suite avec une ergonomie simple. On a fait ce pari en 2010
C'est un pari qui aujourd'hui marche plutôt bien puisqu'on a 50% de croissance par an et qu'aujourd'hui, cette technologie qui est française, on est situé entre Nîmes et Montpellier, marche tellement bien qu'aujourd'hui, on s'exporte même aux États-Unis. On a une antenne à Dallas et en Europe, à travers le marché anglais et espagnol, on adresse. Et on fait un bilan sur les clients. Aujourd'hui, c'est plus de 3000 clients. C'est 200 000 utilisateurs à travers ces 3000 clients, une présence dans plus de 30 pays, à travers 100 000 entreprises pour 20 millions de documents qui sont traités par an. Ça vous montre la puissance de la technologie à travers ces volumes qui sont très importants. On a également une équipe R&D, de recherche et développement, qui est focalisée sur le traitement automatique de documents. Pour ça, on réinvestit 25% de notre chiffre d'affaires. C'est l'un des plus gros réinvestissements en Europe sur ce domaine d'activité. Et si on cumule les recherches de nos équipes, c'est plus de 1000 années, hommes, en R&D, et plus de 100 publications scientifiques qui ont été publiées sur le thème de l'intelligence artificielle et du machine learning, qui sont des technologies extrêmement importantes pour l'automatisation de vos factures et dans le traitement automatisé des flux. Vous voyez ici quelques références qui font confiance effectivement à Use et qui ont adopté la solution, notamment pour répondre à des problématiques de multisites, donc qui ont une information qui est décentralisée, donc qui est compliquée après à recentraliser. Bien, l'outil va permettre de recentraliser cette information et de pouvoir ainsi faciliter le traitement des documents et répondre plus facilement à ces problématiques de conformité. Donc, vous voyez des noms dans des domaines variés, comme la musique, Deezer, comme Spartoo, comme Sixt, comme Panorama Bank, Oscaro, etc. Voilà. On a également des grands cabinets d'expertise comptable comme KPMG, Mazars, BDO, etc. qui utilisent Use à destination de leurs clients, puisqu'on adresse également le marché comptable. C'est un marché qu'on connaît bien, le métier de la finance, et on a beaucoup d'expertise dessus, c'est pour ça qu'on travaille avec beaucoup de cabinets d'expertise. J'ai pas mal parlé, je prendrai vos questions. J'ai vu qu'il y avait pas mal de questions qui sont arrivées. Gwendoline les prend au fur et à mesure, ne vous inquiétez pas. Donc, si vous avez posé des questions ou que j'ai pas pu répondre pour l'instant, c'est pour Virginie, Marie, Cécile, Joanne, Stéphane et les autres personnes qui ont posé leurs questions. On les prend à la fin de cette présentation, donc restez avec nous. Et je vais donner la parole à Dominique pour pouvoir présenter eh bien, la mise en application de ces règles de conformité justement, à la DFCG. Dominique, je vous laisse la parole. Je propose de faire défiler les pages pour vous. Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous présenter un petit peu la DFCG pour celles et ceux qui ne la connaissent pas. Donc, nous sommes une association de directeurs financiers de contrôle de gestion, donc qui est présente à Paris et ses régions depuis 1964. Nous comptons une moyenne de 3200 membres qui sont répartis sur l'ensemble de la France, qui va de la petite PME à des grands groupes internationaux. Notre siège est composé de 18 collaborateurs, donc 5 rattachés au département administratif financier. Donc, la mission de l'association, c'est de s'unir entre professionnels de la finance, être un véritable référent dans la communauté, échanger entre nous, allier le professionnalisme et la convivialité, et partager autour de vrais outils et de formations que nous mettons à disposition pour l'ensemble de nos membres et de nos membres, des manifestations également que nous organisons pour l'ensemble de la profession de la finance. Donc notre désir de passer à d'externaliser et dématérialiser nos factures était choisi parce que nous avons une organisation qui est très décentralisée. Donc bien sûr, il y a le siège qui gère essentiellement les activités de l'Île-de-France et des événements nationaux, mais il y a également tous les événements qui ont lieu en région, dans lesquels nous avons des bureaux, et il était vraiment impératif d'organiser un circuit de validation sans perdre, je veux dire, sans prendre le risque de perdre des documents et gérer des retards dans la relance des factures. Nous voulions également réduire la charge de travail dans la transmission des documents, les diverses copies, les envois de pièces, améliorer la satisfaction générale tant vis-à-vis de nos fournisseurs que de nos bureaux en région.
Et donc l'accessibilité à Use s'est avérée, je veux dire, nécessaire et évidente pour l'ensemble de notre organisation. Et donc en 2010, DFCG donc a choisi cette solution qui répondait donc à l'essentiel de nos préoccupations. En matière de volume, nous avons pris une moyenne de 12 000 factures annuelles qui sont traitées dans Use et dans l'environnement Cegid. Donc depuis 2014, donc le choix de passer avec un outil Use était essentiel pour améliorer donc la visibilité des engagements, renforcer le contrôle interne puisque c'était vraiment nécessaire avec le contrôle des pièces et des processus avec notre commissaire aux comptes. Alors, le processus qui va de l'émission des demandes d'achat jusqu'à la validation du responsable et de la commande du fournisseur, ainsi qu'à la réception des commandes via les bons de livraison. L'ensemble donc est rapproché au travers de Use, ce qui nous permet d'obtenir des gains plus que significatifs dans la suppression des numérisations de l'ensemble des documents de la chaîne, un rapprochement automatique de la facture et de la commande en Use, et un workflow complet sur l'ensemble de la dématérialisation. Alors j'insiste sur le fait que dès l'instant où on passe sur Use, il faut absolument s'imposer de ne passer aucune facture en manuel à côté. Sinon, le processus ne devient plus fiable, puisque vous ne pouvez pas maîtriser, je veux dire, des écritures manuelles qu'il faut passer dans votre outil comptable et la gestion dématérialisée de Use qui, alors après, va se déverser dans votre outil. Donc ça, c'est vraiment primordial pour être certain d'une optimisation de l'outil. Au stade où nous en sommes, là maintenant, après quand même quelques années d'utilisation de l'outil, pour nous, c'est un vrai succès, déjà par rapport à notre organisation, du fait que l'on valide rapidement les factures et de tout document qui s'y rattache, une économie de temps très significative, donc fiabilisation du contrôle interne, donc j'insiste à nouveau sur le fait que si vous voulez une fiabilisation totale du système, il ne faut pas d'opération traitée manuellement dans votre outil comptable, il faut vraiment que tout se fasse sur l'outil. Une disponibilité vis-à-vis à distance de tous les décisionnaires, c'est-à-dire que n'importe quand quelqu'un peut se connecter et valider ses pièces, donc ça c'est un vrai gain, et un suivi complet de la validation du document, devis, commande, facture jusqu'au moment de livraison. Au niveau de la gestion de l'outil, on peut dire que c'est un outil qui est facile à intégrer. N'importe quel collaborateur qui n'a pas l'habitude d'utiliser ce type d'outil peut s'y mettre très facilement. Il est très ergonomique, facile d'accès et de compréhension. Donc non seulement, je veux dire, c'est un bon outil au niveau de la gestion de la dématérialisation des factures, mais aussi sur sa prise en main pour n'importe quelle personne qui n'est pas habituée à ce type d'outils dans la gestion comptable. Voilà. Merci, Dominique. Je pense que c'est relativement clair. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Pas prévu, à notre Mais je pense que c'est, enfin, moi en tant que responsable, je ne peux que recommander cet outil pour quelqu'un qui veut vraiment alléger, je veux dire, sa charge de travail en matière de gestion de factures fournisseurs. Mais il faut être rigoureux. Très bien. Je pense que c'est un point important, vous avez raison. Hein, dans la piste de guide, il faut de la rigueur. Sur l'usage. Exactement. L'outil est lui-même rigoureux puisqu'il est informatisé, donc il respecte, il est à la lettre ce qu'il doit faire. Mais effectivement, il faut que l'humain derrière suive également cette rigueur et s'adapte effectivement à l'utilisation. Mais c'est indéniable pour la piste d'audit, il faut vraiment qu'on puisse suivre ce qui s'est passé, mais qu'il n'y ait pas de doute en fait. Il ne faut pas que l'administration ait un doute sur le circuit. Donc, voilà.
pour ça que je rejoins Dominique sur le fait qu'il faut de la rigueur. Il ne faut pas laisser planer une incertitude sur le traitement d'une facture, parce que c'est là où la piste d'audit peut ne plus fonctionner. C'est-à-dire que s'il y a un doute, il y a une obligation de résultat, mais si les moyens ne sont pas jugés suffisamment conséquents par l'administration, ça peut être un refus de cette piste d'audit et de demander plus de détails. Merci. Si vous décidez de passer par la dématérialisation, il faut vraiment s'y contraindre, parce que c'est de là que viendra le succès. C'est un point très intéressant que vous soulevez. Il faut avoir effectivement une maturité, et c'est tout l'intérêt effectivement de ces séminaires qu'on essaye de mettre en place régulièrement, c'est de vous montrer l'importance de la dématérialisation, que vous en ayez conscience, que votre projet soit mature pour qu'il soit mis en place avec le plus de sérieux possible. Effectivement, c'est un sujet qui est vraiment important. Je reprends la main pour vous indiquer qu'il y aura une démonstration live de Use de l'outil mardi 17 mars à 14h30. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire si vous souhaitez sur le site de Use pour pouvoir voir comment fonctionne l'outil en situation. On est aujourd'hui sur un webinaire à terme sur la conformité. On n'a pas suffisamment de temps pour faire une démonstration de Use de la solution, mais n'hésitez pas à vous inscrire ou à demander une démonstration privée à l'un de nos consultants. Vous pouvez le faire à travers le questionnaire en fin de session. Ou encore demander l'évaluation de la solution, puisque vous pouvez tester Use avec votre environnement pendant 15 jours gratuitement, et vous êtes accompagné par l'un de nos consultants qui vous guide sur l'utilisation. Il faut pas plus d'1 heure pour prendre en main Use.